Après le succès retentissant des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport et ses maisons régionales de la performance continuent de mettre en lumière les enseignements précieux des experts de la performance. Héritage unique de connaissances et expériences de sportifs, experts et entraîneurs, bienvenue dans les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons de la relation à soi et aux autres dans la performance avec Fabien Deloche. Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts de la performance. Aujourd'hui, on est toujours avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Et avec Fabien Deloche. Bonjour. Fabien qui était avec nous donc sur un podcast sur le management. Et donc aujourd'hui, Fabien, on va parler de la relation à soi et aux autres dans la performance. Et du coup, on va attaquer directement dans le vif du sujet parce que les gens te connaissent a priori. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est la relation à soi et aux autres, c'est quoi pour toi en fait de quoi on parle quand on parle de ce sujet-là? Quand on parle de performance et de performance durable, pour moi, en tout cas avec ma casquette à la fois de coach et de chercheur, c'est là-dessus que je suis tombé, c'est sur le fait que si on n'est pas en bonne relation à soi, on n'est pas en bonne relation aux autres. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas bien aimer les autres. Le métier de l'accompagnement, de management, de coach et autres, on ne peut pas produire de la bonne performance si on n'est pas à l'aise avec soi-même. Et donc j'ai travaillé notamment sur le développement de l'estime de soi des managers, mais qui sert pour tout le monde. Et ça m'a d'abord servi à moi-même, avant, quand j'ai fait cette recherche-là, de travailler sur moi pour arriver à être en bonne relation aussi, et du coup être un meilleur accompagnant aussi avec les autres, puisque si plus je suis aligné, moins je suis parasité par certains mouvements à l'intérieur de moi, et plus ma relation est saine vis-à-vis de l'autre, et s'il ne joue pas des choses qui sont nauséabondes dans la relation. Voilà. Tu nous avais parlé précédemment de l'écologie personnelle. Alors c'est quoi l'écologie personnelle en fait? Comment tu la définis et du coup et comment on la travaille cette écologie? Alors déjà de définir l'écologie personnelle, alors c'est un concept que j'ai créé en 2006 quand mon fils est né, avec une intention particulière, c'était de compiler à la fois ce que j'ai appris dans l'accompagnement des gens, coaching, préparation mentale, supervision, et à la fois en tant que chercheur sur le développement de l'estime de soi, en disant comment justement on peut faire passer ça à tout le monde. Moi je suis plutôt un vulgarisateur, je ne suis pas un grand chercheur, mais voilà, comment rendre des choses accessibles et utilisables pour les gens. Et donc j'ai créé un concept qui, sur le son on ne pourra pas le faire, mais j'ai fait des petits dessins avec des petits bonhommes pour expliquer ce qu'est l'écologie personnelle. Alors en gros, pour vous donner une image, l'écologie personnelle c'est comme si on était notre propre jardinier, on a une graine à l'intérieur. Souvent, j'illustre le fait que, à côté de chez moi, il y avait un grand chêne, et quand j'étais gamin, je voyais tomber régulièrement les glands au pied du chêne, et mes parents de me dire que cette graine-là donne ce grand truc-là à ce chêne centenaire. Et puis moi, je ne comprenais pas trop comment le phénomène de passer d'un petit truc comme ça à un grand truc comme ça qui m'impressionnait énormément. Et en fait nous on est comme ce gland, même si l'image peut faire sourire, on est une graine et on a un potentiel d'un chêne centenaire à l'intérieur de nous, ou en tout cas une potentialité. Et pour créer cette potentialité, pour pouvoir utiliser cette potentialité, il nous faut un environnement capacitant que j'ai cité dans un précédent podcast, qui est un environnement qui nous permet d'exploiter ce potentiel-là. Donc c'est ça l'écologie personnelle, c'est créer cet environnement capacitant pour permettre à mon potentiel de pouvoir émerger. Et le potentiel c'est quoi? L'environnement capacitant c'est quoi? C'est tout simplement, c'est-à-dire pour pouvoir bien pousser, j'ai besoin de choses qui sont énergétigènes, c'est-à-dire qui me rapportent de l'énergie, qui me nourrit ma vitalité. Alors si j'interrogeais un gland, il me dirait je veux tant de potassium, tant de minéraux, tant d'hydratation, tant de soleil, comme éléments énergétigènes. Puis il me dirait mais il y a des choses surtout qu'il ne me faut pas sur mon territoire. Ah bon, il y a des choses qui sont énergétivores. Énergétivore, qu'est-ce que c'est? C'est qui me bouffe ma vitalité
au quotidien. Il ne faut pas un petit scarabée qui vient sur mon écorce, il ne faut pas une espèce invasive qui pousse plus que moi et qui me mettra de l'ombre, il ne faut pas un gars qui videra de l'huile de vidange sur mes racines, sinon je ne pourrais pas pousser. D'accord ? Eh ben nous, c'est la même chose. On a un autre avantage par rapport à une graine, c'est que nous, on a des pattes. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer si l'environnement il n'est pas écologique pour nous, pour pouvoir bien grandir. Et puis on a une conscience pour nos mamans, si on s'en sert, de pouvoir savoir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, et puis négocier avec le système autour de nous. Quand je dis négocier, c'est nous faire des choix, et puis après en relation avec les autres, pour que la relation aussi avec les autres soit saine pour pouvoir bien grandir. Ça, c'est, on dira dans le concept de l'écologie personnelle, voilà, c'est on est notre propre jardinier, comment je crée cet environnement-là, et bien entendu, pour pouvoir faire ça, il faut être connecté à soi-même. Et peut-être vous allez me poser des questions là-dessus, sur le comment on fait, connecter à soi-même, donc aller sur le côté sensible, savoir ce qui nous nourrit et ce qui nous bouffe. C'est ce que j'allais te dire, en fait, naturellement, on va quand même vers ce qui nous donne de l'énergie. De manière naturelle, je pense à un jeune, il va forcément aller vers ce qui lui amène de l'énergie ou ce qui va lui faire plaisir, il ne va pas aller vers des situations inverses. Eh bien, malheureusement, si on ne se connaît pas trop, et qu'on ne connaît pas véritablement quelle est notre vitalité et à quel point c'est bon d'être vivant, eh bien on est détourné. Preuve en est des réseaux sociaux. Hier, j'entendais encore un gamin à la télé qui disait qu'il y a une gamine qui est 10 heures par jour sur les réseaux sociaux. D'après vous, est-ce que ça amène de la vitalité ? A priori, non. Non, quand ils prennent un part de recul, ils le savent que c'est non. Et le truc, c'est aussi connaître sa biologie du comportement. Alors là, il y a tout un phénomène, il faudra peut-être faire un podcast spécifique là-dessus, mais des spécialistes plus doués que moi là-dessus. Mais c'est un like sur un réseau social, c'est un éclat de dopamine qui, dans notre cerveau qui vient. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir qui rend dépendant. Donc, ma prise de décision, je peux me désaligner parce que j'ai reçu une dose de dopamine qui va m'éloigner pour aller chercher ma dose comme un toxico, plutôt que de travailler la sérotonine, qui est l'hormone, on va dire, pour faire court, parce qu'il y a beaucoup plus que ça, mais la sérotonine qui est l'hormone du bien-être et de la sérénité et de la liberté. Donc, tout l'enjeu, on va dire, d'un neurobiologique, c'est d'aller pas chercher ce qui nous rend dépendants, puisque pour être en vitalité, pour être en écologie personnelle, c'est justement d'être autonome et d'être le plus libre d'être et d'agir de ce que l'on est nous, en fait. Et alors comment on fait alors sur des jeunes, j'imagine, on va revenir un petit peu sur l'entraînement, mais j'entraîne des jeunes, comment je fais pour leur donner un peu les clés de ça, d'aller vers des situations qui vont être énergétiques pour eux, sachant que j'imagine que quand ils font le sport qu'ils ont décidé de faire, quand ils ont décidé de le faire, c'est déjà énergétique pour eux. Oui, mais parfois pour pas les bonnes raisons, comme je vous ai précédemment dans un autre podcast, c'est tout ce qu'on fait, on le fait d'abord pour nous-mêmes. Tous nos mouvements, on le fait d'abord pour nous-mêmes, mais parfois pas de la bonne façon et une bonne utilisation de notre énergie. Du type, je pense à des gens qui ont fait du sport, pas parce qu'ils aimaient le sport, mais parce qu'ils aimaient les copains. Voilà. Et parce que j'ai envie d'exister socialement avec les copains. Et si je veux rester avec mes copains et que je suis pas très très bon en sport, je peux utiliser d'autres pratiques détournées pour pouvoir rester avec les copains. Vous voyez comment on peut se détourner de ça. Alors il se trouve que, je vous ai pas raconté toute mon histoire, mais moi j'ai commencé dans le monde du sport par le côté obscur. J'étais président d'un centre thérapeutique pour des personnes dépendantes, soit après des produits, mais aussi des produits dopants. Et on s'est aperçu que 20% de notre population étaient des sportifs de haut niveau en activité ou post-activité. Donc, pour voir comment on peut conduire à faire du sport de niveau pour des mauvaises raisons, aussi, tout le monde n'est pas aligné à faire du sport de haut niveau pour le plaisir du sport, pour le plaisir de l'effort, pour ça. Certains le sont parce que ça brille, parce que j'ai tellement besoin de reconnaissance que je vais aller chercher la dopamine là-dedans. Et certains, me l'ont dit en disant je prends tellement de plaisir à ça que je ferai tout pour y rester.
Et moi, j'ai travaillé sur des gens qui se sont dopés pour arrêter ce dopage-là, parce que ce qui est le plus fort, c'est pas le plaisir du sport, c'est pas le plaisir des copains, c'est cette décharge émotionnelle que je prends de dopamine quand je pense que tout le monde m'aime. Donc ça, c'est un détournement. Eux, ils viennent déjà dans des situations où ils se créent ils sont dans des situations énergétiques à partir du moment où ils viennent faire du sport. Enfin, tu m'as répondu, du coup, t'as dit que non. Mais comment tu crées, toi, en tant qu'entraîneur, des environnements? Alors, tu avais parlé d'environnement capacitant ou d'environnement énergétique, je sais plus le terme que tu as employé, mais... Énergétigène. Énergétigène, voilà. Comment tu le crées, ça, en tant qu'entraîneur, sachant que c'est pas le même pour tout le monde? Alors, le premier élément qui est indispensable pour moi aussi, c'est de travailler sur la notion de responsabilité. Dès le plus jeune âge, dès le nourrisson, on peut travailler là-dessus. C'est quoi être responsable? C'est assumer ses actes, ses paroles, ses choix et les conséquences de ces choix-là. La plupart des gens disent j'ai pas le choix, mais quand je dis j'ai pas le choix, c'est plutôt que j'assume pas les conséquences d'un autre choix que ça. Le fait de ramener la responsabilité aux gens, c'est de leur ramener leur pouvoir de choisir à chaque instant quand ils viennent aussi à l'entraînement. Je pense que si tu entraînes des jeunes, des fois, tu as l'impression qu'ils te reprochent de venir eux-mêmes à l'entraînement. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. En fait, tu as le choix de ne pas le faire. Par contre, dans le projet qu'on conduit, si tu as choisi ça au départ, c'est de le faire jusqu'au bout, en fait, l'engagement. Maintenant, si tu ne veux plus le faire, tu as le choix d'arrêter, mais à ce moment-là, c'est un autre projet pour toi. Donc ça, c'est essentiel. Deuxième élément, c'est de dire que c'est le système motivationnel, en fait. Tout à l'heure, je vous dis, tout ce qu'on fait, c'est d'abord pour nous, et c'est quel est le moteur. Quand on parle de motivation, en fait, il y a deux choses essentielles. Pour faire court, il y a motivation, c'est les motifs qui nous poussent à l'action. D'accord ? Il y a deux motifs qui nous poussent à l'action, c'est nos besoins et nos valeurs. Les valeurs sont un élément extrêmement puissant, puisque pour ces valeurs, on est capable de mourir pour certains, donc dépasser ces notions de besoin même physiologiques pour pouvoir y répondre. Je fais la grève de la faim, c'est un besoin pourtant de me nourrir, mais pourtant mes valeurs. Donc c'est déjà permettre aux gens de se connecter à leurs besoins, à leurs valeurs, pour leur renvoyer à leurs choix quand ils sont là, et que c'est leur projet s'ils sont là, plutôt que vouloir faire en sorte. Il y a plein d'entraîneurs des fois qui basculent en fait. C'est-à-dire que le gamin, il est venu avec une motivation particulière, il perd un peu de sa motivation parce qu'il s'est déconnecté peut-être de ce qui est important pour lui, et après l'entraîneur se soustrait en motivation pour dire « allez vas-y, allez machin ». Donc la motivation devient exogène, vous comprenez ? Mais du coup, le gamin devient dépendant d'eux. Et très rapidement, on switch d'un projet où j'étais un sujet, j'étais un athlète, à je deviens un objet du désir des coachs, voire des parents. Alors ça, c'est une autre chose aussi, un autre sujet. Moi, en tout cas, quand je prends des gens en préparation mentale, c'est de vérifier si c'est vraiment son projet d'être là à l'athlète, quel que soit son âge. Ouais, mais c'est ce que tu dis, ça peut être ton projet, mais tu peux quand même en être détourné si les motivations changent ou si l'entraîneur prend le dessus. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais... Ah mais absolument. Moi, le nombre d'athlètes qui ont arrêté le sport, pas à cause du sport lui-même, mais à cause du staff et de l'entraîneur, ou voire du climat d'un club, parce qu'on leur a siphonné le plaisir. Quand je viens, généralement, le premier mouvement en tant que gamin, c'est que je viens au sport pour le plaisir. Un plaisir. Alors, qu'est-ce qui nourrit ce plaisir ? Voilà, c'est un grand mystère à détecter. Mais je viens pour le plaisir, et la première chose qu'on fait, c'est de siphonner le plaisir. Voire même de dire, non, il faut souffrir. Non, c'est d'arriver vers l'effort. Il faut mobiliser justement cette notion d'effort, mais le plaisir de l'effort aussi. Mais sans aller vers la souffrance. Donc effectivement, il y en a qui siphonnent ce plaisir-là. Ouais. Et pourtant, tu pourrais imaginer que ton plaisir, c'est en gros de faire une performance pour ton entraîneur, parce que ça te fait plaisir de bosser avec lui, et ça pourrait être ça aussi. Donc là, tu es dépendant à lui si tu fais ça, si tu es dans cet état d'esprit-là. Oui. Est-ce que c'est grave ? Là, j'allais dire, est-ce que c'est grave, docteur ? Mais est-ce que c'est... en tout cas, moi, en tant qu'accompagnant, j'accompagnerais pas ça.
Ah oui, parce que de vouloir faire plaisir qu'à l'autre sans que ce soit quelque chose qui soit vraiment important pour soi, on devient vite objet du désir de l'autre, ou plutôt de ce qu'on imagine qui veut que je sois. On appelle ça, dans le développement de l'estime de soi, c'est ce qu'on appelle le soi social en fait. Le soi social, qu'est-ce que c'est? C'est comment j'imagine que l'autre voudrait que je sois, ce qu'on fait tout le temps. C'est que vous êtes arrivé là, ici, on s'est rencontrés, votre cerveau ne peut pas s'empêcher de dire comment j'imagine que Fabien Deloche voudrait que je sois pour avoir une bonne image de moi. Et vous avez adapté votre comportement en fonction de ce que vous lisez de moi. D'accord? Et soit vous êtes aligné, vous savez ce que vous voulez être, soit ce soi social va influencer votre prise de décision, parce que vous imaginez que parce que des fois c'est pas verbalisé par les parents, par le staff, par le machin, par l'entraîneur, c'est juste j'imagine que lui voudrait que je sois ça. Je vous donne un exemple. C'était ça dans du slalom, des jeunes qui font une contre-performance, etc., et qui ont de la frustration, mais qui disent rien, et le coach dit je comprends pas, je pose des questions de qu'est-ce qu'ils sentent, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils ont vécu les choses, et puis il n'y a rien qui sort, d'accord? Puis moi je lui dis, et toi comment tu as vécu les choses? Il dit, putain je suis dévasté, etc. Et puis est-ce que tu l'as exprimé? Ah ben non, je le garde pour moi parce que je veux pas le montrer. Des jeunes qui veulent suivre leur coach, le premier modèle, en fait, les enfants et nous-mêmes, on apprend. La première façon d'apprendre, c'est de copier, en fait. Donc, quand il copie, il dit le coach ne montre pas ses émotions, donc moi, si je veux être à la hauteur, je ne montre pas mes émotions. Et puis après, on se plaint qu'il ne les exprime pas. Donc, ça, c'est systémique, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question là-dessus. Non, mais ça me parle bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on apprend à entraîner ou quand on démarre l'entraînement, on essaie de faire en sorte de ne pas. Les émotions négatives, on essaye de ne pas les montrer, en fait, parce qu'on se dit on veut pas faire en sorte que ce soit négatif aussi pour les joueurs ou joueuses qu'on entraîne. Donc je peux comprendre l'entraîneur qui cache ses émotions à la suite d'une défaite, parce que on ne veut pas les emmener dans une spirale négative. Et pourtant, c'est une connerie. C'est une connerie. Ok. C'est une connerie. Continuez à faire semblant. Vous verrez le modèle de performance, le modèle de performance que vous créez. Ouais, mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on peut faire une carrière en étant sportif de haut niveau, en ayant une motivation extrinsèque, c'est-à-dire là, le besoin d'avoir des médailles, le besoin de reconnaissance extérieure. Absolument. On peut utiliser tous les mouvements égotiques non durables et non humanistes pour faire bouger les gens. Si je te mets un flingue sur la tempe pour te faire avancer, tu vas avancer plus vite effectivement que ce que tu avais prévu de faire. Est-ce que c'est le modèle qu'on veut défendre? Très clairement, moi, non. Moi, je ne veux pas participer à un monde, à éduquer, ou à mon fils qui peut-être sera entraîné par vous demain avec cet état d'esprit-là. Moi, je veux que mon fils, en tout cas, mon souhait, on va dire, c'est qu'il soit le plus libre, épanoui possible, et qu'il ne soit pas dépendant de mouvements. C'est un peu comme Star Wars, on l'avait un peu évoqué, c'est de quel côté de la force tu as envie d'utiliser pour pouvoir créer de la performance. Là, on dérive un petit peu de l'écologie personnelle, mais dans la performance, on peut, moi par exemple, je sais qu'il y a des confrères qui utilisent la colère contre les autres, comme on va les niquer, voilà, on va leur foutre des mandales, des machins, etc., pour activer une colère, agressivité, pour pouvoir créer de la performance. Alors oui, effectivement, c'est une activation de l'action. Par contre, quand on travaille avec cette matière-là pour un événement sportif, il ne faut pas oublier qu'on travaille avec un être humain qui va vivre tous les jours avec ce modèle d'efficacité. Et moi, pour l'avoir vécu, j'ai accompagné une sportive qui était accompagnée comme ça, et quand elle est passée, on va dire, après sa carrière en civil, en tant qu'entrepreneuse, pour être performante, elle se foutait sur la gueule avec tout le monde parce que fallait qu'elle soit stimulée. Quand elle n'était pas stimulée par quelqu'un qui lui rentrait dans le lard, elle ne s'activait pas, elle procrastinait. Donc c'est avec quoi on joue.
Avec quoi on joue? Jouer avec la colère, jouer avec l'ego, etc. Oui, ça conduit de la performance pas durable et qui détruit la vitalité des êtres humains. C'est tout. C'est comme, si je prends dans le modèle économique, c'est comme valoriser la spéculation comme état de croissance. La spéculation tue l'économie au service de la vie. On fait du fric, certes, mais on détruit les êtres humains et la planète. Et pourtant, j'ai en tête, là tu nous parlais d'ego, mais j'ai en tête des joueurs de sport co de foot, sans les citer, qui ont des égos surdimensionnés. Alors je ne sais pas si c'est le terme surdimensionné, mais très fort. Et pour autant, ça marche. Voilà, il y a le Barça, par exemple, de Messi, Neymar, etc. C'est des gens qui sont des égos très très forts. Et ils ont duré dans le temps. Ouais, alors ça dépend ce qu'on appelle ego. Pour moi, il y a des personnalités très très fortes, très affirmées, avec des singularités puissantes qui embarquent. Et ça, c'est plutôt utiliser la puissance des gens et c'est pas l'ego. Après, souvent ce qu'on appelle l'ego, c'est la partie, ce qu'on n'aime pas des gens, mais c'est la partie parasitée d'elle-même, c'est pas la partie qui est puissante en fait. Quand on dit ego surdimensionné, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dérange en fait là-dedans. Mais c'est comment on fait le tri justement. Il y a des gens parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils ont une vraie puissance, on n'ose pas travailler sur la partie qui est noire chez eux. Si on libérait cette partie noire et qu'on la transformait, parce que c'est juste de l'énergie qu'on peut transformer, elle sera encore encore plus puissante. Et c'est toute la magie des entraîneurs qui n'ont pas peur d'aller à la rencontre de tous ces mouvements-là, qui ne veulent pas les éviter, qui sont dans l'authenticité, puis qui vont... parce qu'il y a ce qu'on voit sur le terrain à la télé, puis il y a ce qui se passe dans les coulisses. Qui est complètement différent. Et qui savent parler aux gars de mano à mano sur l'authenticité et puis qui voient toute la sensibilité effectivement de la personne. Alors dans les médias, on ne montre pas malheureusement, mais ce serait une belle façon justement de montrer ce qui se passe dans les coulisses sur la vulnérabilité de soi-disant ces égos surdimensionnés également et qui restent des petites filles, des petits garçons à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi, avec leurs blessures, leurs envies, leur façon de démontrer des choses, quoi. Ça me fait penser, j'étais en train de lire un livre sur les All Blacks, là, et en fait, c'est un peu ça, cette identité collective qui prend le pas, en fait, sur une identité individuelle. Alors, je connais pas les All Blacks de l'intérieur. Moi non plus, pas Mais c'est pas l'identité collective qui prend le pas pour moi, qui se soustrait. C'est-à-dire que les All Blacks proposent un projet collectif avec des valeurs et une dynamique qui est ancrée sur un territoire. Il y a du grain chez les All Blacks, c'est pas, elle naît sur un territoire de la terre, il y a une culture extrêmement forte, et eux ont décidé de respecter cette culture-là, et en disant que quand tu rentres là-dedans, tu t'associes à ça. Mais c'est parce que cette proposition de valeur active les gens en disant « Putain, ça c'est trop bien, ça fait partie de moi et j'ai envie de nourrir ce projet-là et d'en faire partie, mais sans me soustraire. Si je me soustrais, si je fais juste jouer en croquet pour avoir le maillot et le maillot noir, etc., et que je fais semblant et que ça ne résonne pas, pour moi, ça ne va pas tenir longtemps, en fait. Ouais, parce que je disais, dans le livre, là, il prenait l'exemple, par exemple, à la fin du match, les stars, en fait, ils nettoient le vestiaire. Et ça, je pense que c'est rare quand même. Oui, je pense que c'est plutôt une bonne chose de dire qu'on reste des êtres humains et rester dans ce statut-là. C'est le sport de haut niveau, comme la politique, comme tous les sports où il y a toutes les activités où il y a des paillettes, en fait, peut déclencher effectivement l'ego. C'est très puissant, ces endroits-là de la réussite sportive de très haut niveau, d'être sous les médias, etc., que ça a l'effet de la cocaïne, en fait. C'est tellement puissant que
D'un coup, on peut basculer à se croire un dieu intouchable et que ça va durer tout le temps, en fait. Et tout l'enjeu, c'est aussi du management. C'est ce que font très bien les All Blacks. Je pense à Aimé Jacquet aussi, qui est un gars du coin, du Grand Bornand, qui ramenait sa souche paysanne pour dire, bon les gars, on revient là parce que c'est là où est la matière, la vraie matière. Là, vous envolez sur un territoire où c'est pas OK. Et il faut être courageux et être assertif pour pouvoir piloter ces comportements-là, effectivement. Ce que certains n'arrivent pas à faire parce qu'ils ont tellement peur que le gars se barre, qu'il signe un contrat ailleurs, qu'ils n'arrivent pas à réguler ça, quoi. Mais avec de l'intelligence et de l'assertivité, on y arrive très très bien parce que ça reste des hommes et des femmes, en fait. Est-ce que, là on parlait d'ego tout à l'heure, mais est-ce que d'avoir un ego trop fort, est-ce que ça va pas nous permettre, en fait, est-ce que ça va pas être une barrière pour accepter les feedbacks et cette capacité à apprendre? Alors si la question c'est est-ce que l'ego trop fort nous empêche d'apprendre, Ouais, c'est ça, et c'était de un peu ça, progresser. ouais. Alors, c'est pas les. Je vais faire une différence entre une personnalité avec du grain et de la matière et de la puissance que de l'ego. Alors, une personnalité qui a une vraie singularité, qui envoie de la puissance, ça c'est comment permettre à la personne d'utiliser cette puissance-là. Si elle a l'esprit ouvert, on va pouvoir apprendre. Si n'importe quel type de personnalité, finalement, déclenche son côté égotique, quand je déclenche mon ego, en fait, je suis plus dans l'écologie personnelle, je suis dans le côté égotique de moi, c'est-à-dire que je suis en système défensif. C'est-à-dire que si je déclenche, c'est que je suis stressé ou j'ai peur, ou que j'arrive pas à piloter quelque chose. Et du coup, dans le système défensif, je peux prendre différentes attitudes, mais notamment l'attitude, c'est une attitude de rigidité, de fermeture, et là, du coup, j'apprends pas. C'est pour ça qu'on a une culture, nous, française, qui est contre-productive là-dessus, c'est qu'on est affûté pour voir tout ce qui va mal et faire une sorte de pédagogie noire où, en gros, on t'humilie pour te faire avancer. Mais en t'humiliant, en fait, on active ton système défensif qui va te faire que tu n'écoutes plus les phrases d'après, qui pourraient te faire grandir malgré tout. Donc, oui, l'ego empêche d'apprendre, donc il faut... j'ai fait un voyage de recherche au Vietnam et j'avais quelqu'un qui m'a donné un très bon conseil, c'est on ne gagne jamais à faire perdre la face à l'autre. Et souvent, nous, en très français, dans notre attitude, on fait perdre la face à l'autre pour lui faire comprendre qu'il doit apprendre. La prise de conscience. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire des prises de conscience pour dire, voilà, pour laisser l'esprit ouvert, pour pouvoir mettre d'autres choses à l'intérieur du cerveau qui va te permettre de faire grandir. Moi, on est un peu des chuchoteurs, nous, en tant que préparateurs mentaux, des gens avec des forts caractères qui ont été des fois bâtis à la dure au début, c'est de résister à la puissance qui t'envoie égotique pour dire « je suis comme ça, je ne changerai jamais, c'est aux autres à faire ». C'est de rester sur le territoire pour dire peut-être que tu peux voir les choses autrement, mais on va attendre d'apaiser un peu la bête pour qu'on puisse en discuter. Parce que l'habitude, ils font fuir tout le monde, ces gens-là, au départ, donc il n'y a plus personne pour leur donner des conseils. Quand vous commencez à avoir un assèchement relationnel autour de vous, c'est que généralement, votre ego, il a bien fonctionné pour faire... vous avez l'impression d'être tranquille et respecté, mais vous êtes surtout craint, voire haï sur votre territoire. Et il y a plein d'entraîneurs qui confondent le respect et la peur là-dedans. Ils me disent rien. Oui, c'est un bon signe du fait que tu n'as pas mis un environnement capacitant pour qu'ils puissent te dire les choses. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas évoquées qui permettent justement de créer cet environnement capacitant ? Oui, alors déjà c'est pour le créer avec soi. Donc je vous ai parlé tout à l'heure, l'essentiel c'est de retrouver son système motivationnel, c'est quels sont les besoins que j'ai besoin de nourrir qui va m'amener m'amener de la vitalité. Donc d'identifier ces besoins-là et d'identifier mes valeurs, quelles sont les valeurs que j'ai besoin de nourrir par des actions, parce que les valeurs c'est quelque chose qu'on porte à l'intérieur de nous, alors pour en donner une définition, c'est qu'est-ce qui est important pour moi et encore le plus important pour moi. Et si je ne mets pas d'action dans mes valeurs, ou dans mes besoins ou dans mes désirs, en fait je suis en train de dépenser de l'énergie pas à mon endroit. Tu as un exemple un peu concret d'une valeur et de comment tu...
Ben, je peux vous donner les miennes, par exemple, de valeurs. Effectivement, c'est un travail que j'ai fait il y a quelques années. Euh, Par exemple, moi, j'ai la découverte de mes valeurs. Alors, il y en a une qui est suprême, qui est souvent les valeurs les plus importantes. On ne met pas de mots dessus parce qu'on ne les voit pas tellement, on les habite. En fait, c'est comme les talents. Nos talents, on ne les voit pas parce qu'on est né avec, donc on a l'impression que tout le monde est pareil. Moi, ma valeur fondamentale qui fait de moi un humaniste, c'est que je ne peux pas me soustraire à ne pas participer à un monde meilleur. Pour moi, c'est le plus important. Un monde meilleur en tant que père, en tant qu'accompagnant, en tant que chercheur. Moi, c'est ma vocation. Et même si des fois je suis un peu fatigué, je vois que je reviens systématiquement à ce projet-là, d'être parmi les miens à contribuer à ça. Donc tu mets ton énergie là-dedans. Oui, et quand je le fais pas, ou quand je vais à l'encontre de ça, je suis en train de me tuer, me dévitaliser. Mais si je vous donne 3 autres valeurs, pour moi, il y en a une, c'est le respect. Le respect, alors ce qu'on met derrière qui est important, c'est le respect à la fois du vivant, c'est le respect de la différence et c'est le respect des engagements pour moi. Et à chaque fois que je pose un acte là-dedans, si je ne respecte pas de mes engagements, si je ne respecte pas le vivant, je me mets des coups de couteau à moi-même dans mes valeurs. Et donc ça, c'est comment on reste en intégrité avec soi-même. Autre valeur pour moi, c'est l'apprentissage. On peut dire, tiens, c'est une valeur, l'apprentissage. Ben oui, parce que c'est important pour moi. Moi, je ne me vois pas vivre sans apprendre. Le jour où on dit, je sais pas, il y a un Trump qui dit dans le monde, les gens de plus de 50 ans ne peuvent plus apprendre, et puis il l'impose à tout le monde, moi, soit je rentre en résistance, soit je me casse ailleurs pour pouvoir vivre ce truc-là. Et le dernier truc, pour moi, c'est ludique. Alors on dit, tiens, valeur ludique, c'est étrange. Moi, oui, la vie est un jeu. Si je ne m'amuse pas dans une journée, je ne vois pas l'intérêt de vivre cette journée-là. Et je trouve que parfois, l'être humain, il a un gros melon en fait. Quand on voit ce qu'on représente comme particules dans l'univers, on n'est pas grand-chose, mais on se raconte beaucoup d'histoires. Donc autant vivre cette vie de manière amusante. Et si je ne pose pas des actes là-dedans au quotidien, c'est comme si je n'avais pas bien vécu en fait. Et c'est ça qui est important. Et parfois, on parlait des entraîneurs qui avaient eu des attitudes et puis qui font le bilan de leur vie et puis avec des comportements inappropriés, il y a un tarif à la fin. Il y a un tarif de ne pas vivre, de ne pas nourrir ces valeurs-là. Parce qu'on peut se donner l'illusion de se raconter des histoires, mais non, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, etc. La réalité, c'est qu'on ne peut pas mentir à notre corps. Et il y a un bilan qui se fait en termes de vitalité et de santé quand on ne respecte pas nos valeurs. Par contre, quand on est dans nos valeurs, c'est extrêmement puissant. De savoir comment mon envie d'entraîner, moi il y a des entraîneurs qui ont switché quand tu dis c'est quoi ton intention en termes de valeur quand tu vas entraîner les gens. Si l'intention c'est l'épanouissement je vais dire ton regard va changer, ton attitude va changer et le résultat tu t'en fous royalement. Et tu vas voir qu'en travaillant sur le bien-être de la personne, le résultat comme je le dis, c'est qu'un résultat. C'est la résultante de parce que je suis bien, je produis une meilleure performance et durable. Ça veut dire quand même que nos entraîneurs, il faut ils connaissent les valeurs un peu de leurs athlètes, mais qu'ils soient aussi en phase avec les leurs. Et des fois, j'imagine que peut-être pas, mais il peut y avoir des dissonances entre mes propres valeurs d'entraîneur et celles de mes athlètes. Absolument. C'est pour ça que le contrat initial est extrêmement important. Quand tu fais un projet, le projet de performance, il doit intégrer aussi le système de valeurs avec lequel on le fait. Et parce que vous êtes redevable après de l'engagement que vous avez par rapport à ça. Je vous rappelle, on a eu des valeurs humanistes de respect, etc. Et quand l'entraîneur ne le fait pas, chaque joueur pourrait te dire, tu te rappelles aussi que tu t'es engagé à ça et que là tu n'es pas dans le bon truc. Dans un espace de discussion, on peut discuter de la performance relationnelle, effectivement. Et il faut effectivement que les entraîneurs aussi connaissent leurs valeurs. Plus tu es connecté à la valeur, moins tu te vois détourner. On avait parlé dans un précédent épisode que le management durable, justement, c'était de rester aussi dans cette éthique du projet et qu'on est bombardé d'injonctions et on peut se faire détourner. Si tu es connecté à tes valeurs, tu sais où tu es en fait. C'est ta boussole interne. Et que quand tu t'en es détourné, tu le sens. Et si tu as fait l'ancrage physique des sensations, de l'éprouver quand tu es dans tes valeurs et quand tu l'es plus, tu vois tout de suite la différence énergétiquement. Comment tu dis,
Ah là, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Là, je fais un geste où j'ai dit oui à l'injonction de résultat et je me suis pas positionné. Mais là, je suis pas OK avec moi-même. J'ai eu peur pour mon emploi, pour ne pas rester, qu'il me vire, etc. Ok, c'est peut-être ça qu'a fait, mais j'aurais dû me positionner parce que là, je me sens pas aligné en fait. J'ai dit oui à un truc qui n'est pas... Et c'est ça aussi dans l'écologie personnelle, c'est faire la différence quand on connaît ses valeurs et ses besoins. Parce qu'on vit en société aussi, on nous dit souvent bah oui mais du coup tu vas t'imposer à tout le monde si tu et qu'il y a des compromis à faire. Alors je dis compromis oui, mais il faut faire la différence entre le compromis qui est pour un temps donné baisser mon niveau de confort. Voilà, je baisse mon niveau de confort mais acceptable et puis après l'idée c'est d'y revenir, et la compromission qui est un choix, un acte qui va à l'encontre de mon intégrité et de mes valeurs. Et là tu blesses ta vitalité. C'est comme un coup de couteau dans ton âme, comme si tu blessais ton corps, ben là tu vas blesser ton âme. Et moi je sais que je ne suis pas exempt de compromission dans ma vie. J'ai fait des choix parce que je n'étais pas encore très aligné et conscient quand j'étais petit, où j'ai donné beaucoup de bourre-pif dans la cour de récréation. Aujourd'hui, quand je regarde ce petit bonhomme que j'étais, je ne suis pas fier du comportement que j'avais parce qu'il n'était pas humaniste, mais à ce moment-là, je faisais de mon mieux avec toute l'énergie que j'avais à l'intérieur de moi je ne savais pas qu'en faire, donc il faut apprendre à piloter ces énergies-là, et c'est ça aussi l'écologie personnelle. Et pour ça, on est équipé des émotions. Et si vous voulez m'interroger là-dessus, je suis tout à même justement de voir comment les émotions peuvent nous donner de l'indication sur notre écologie personnelle à chaque instant en fait. Et alors du coup, tu as parlé des émotions en lien avec justement l'écologie personnelle. Qu'est-ce que tu mets derrière, comment on le travaille, qu'est-ce qui te paraît important ? Cette éducation aux émotions devrait être essentielle justement dès le plus jeune âge. Pour moi, on est équipé de capteurs pour savoir qui on est et ce qui est important pour nous au quotidien, mais on ne nous a pas éduqués à ce que sont nos émotions. Éduquons les gamins dès le plus jeune âge, éduquons les sportifs, éduquons les managers, les entraîneurs à connaître leur écologie personnelle, ce sera beaucoup plus sain. Éduquons à l'émotion, éduquons à savoir quels sont leurs besoins et leurs valeurs, et du coup ils pourront aussi le transmettre au quotidien, cette capacité à finalement piloter ce qu'est l'énergie, ce qu'est l'écologie personnelle, piloter sa vitalité au quotidien, et donc dans le sport de haut niveau, parce qu'on va revenir sur la performance, puisque vous êtes là pour ça, mais du coup plus on est en vitalité, ça paraît évident, plus on est performant et durablement. Tu as conclu directement, bravo. Merci. Merci à toi en tout cas pour encore ce podcast très riche et à bientôt sur un prochain. C'était un plaisir, merci à vous deux. Merci, au revoir. Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau haute performance, Patrick Juvin de la Maison Régionale de la Performance du CREPS Centre-Val de Loire et Stéphane Germain de la Maison Régionale de la Performance de Bourgogne-Franche-Comté.